Bonjour à tous et bienvenue de nouveau à la convention exceptionnelle de la SFEN sur le thème Face à la crise de la Covid-19, s'adapter, évoluer. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour le troisième des 9 modules qui se déroulent au cours de cette semaine, tous les jours, à midi et en fin d'après-midi. Au total, nous accueillons 25 intervenants et nous avons le plaisir d'avoir 550 personnes inscrites. Donc, je vais donc lancer le module d'aujourd'hui qui sera animé par Michel Berthelemy, qui est président de la section numéro 8, économie et stratégie énergétique de la SFEN. Et je remercie d'avance nos deux intervenantes que Michel va présenter. Et je voulais vous dire que vous pouvez, tout au long de la session, poser des questions dans l'onglet en haut à droite, QR. Donc, je vous invite à poser des questions au cours des présentations et on aura enfin des présentations, une section de questions-réponses animée par Michel. Vous pouvez voter pour des questions qui ont déjà été posées, ce qui fait que les questions remontent par ordre d'importance et seront posées en premier. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous et je passe la parole à Michel. Merci Valérie. Bonjour à toutes et à tous. Je coupe ma caméra pour s'assurer d'une connexion optimale. Et je remercie beaucoup nos deux intervenantes aujourd'hui pour avoir accepté notre invitation. Nous allons avoir deux présentations d'environ 20 minutes. Tout d'abord par Maïté Jauregui-Dodin, qui est directrice innovation et données à RTE, suivie de Marie de Gremont, qui est chef de projet transition énergétique à France Stratégie. Donc, le thème de cette session concerne la robustesse du système électrique. Il se trouve que c'est une thématique sur laquelle la SFEN a beaucoup travaillé ces derniers mois, en particulier dans le contexte Covid et post-Covid. Vous savez sans doute, vous avez tous sans doute à l'esprit certaines de nos récentes publications. Je me permets de le rappeler en introduction. Premièrement, un avis d'ASFEN sur la place du nucléaire dans le cadre du plan de relance qui vient d'être annoncé par Bruno Le Maire, où nous expliquions notamment que dans le cadre des objectifs de transformation de long terme du monde d'après, le nucléaire coche 3 cases essentielles, à la fois en termes de contribution aux objectifs climatiques, de souveraineté énergétique et technologique, et aussi, enfin, de résilience de notre système électrique, qui est justement le thème de notre journée. Et puis, cette thématique de résilience, on l'a étudiée dans le cadre SFEN, dans une vision de plus long terme, qui n'est peut-être pas tant le cadre d'aujourd'hui, mais qui était justement dans une vision de scénario à 2050, où nous explorons certains risques qu'il y aurait pour le système électrique français et plus généralement européen, au cas où on ne prendrait pas la décision de remettre le parc. Donc, ces travaux-là sont sur les sites de la SFEN et je vous laisse les consulter sur le site. Peut-être, pour lancer les présentations, je terminerai juste par une définition du terme de résilience, parce que c'est un mot qui a été beaucoup employé ces derniers mois. L'OCDE donne la définition suivante du terme de résilience, à savoir la capacité à résister, rebondir après des perturbations majeures. Et dans ce cadre-là, les systèmes résilients sont prévus pour empêcher, éviter, résister et absorber tous les chocs et les menaces, mais aussi s'adapter, récupérer aux conséquences de perturbations. Et on voit bien que le Covid a eu, la crise du Covid a eu des conséquences majeures pour le fonctionnement du système électrique. Et c'est donc tout le thème de notre séminaire aujourd'hui de s'interroger sur à la fois quels ont été les impacts et la capacité du système électrique à rebondir après la crise. Donc, je passe maintenant la parole à Maïté de RTE pour une présentation sur le système électrique pendant le Covid et aussi quelques éclairages sur le bilan prévisionnel à venir pour l'hiver prochain. Bonjour à tous, merci de cette introduction et puis merci à la SFEN de m'avoir convié et d'avoir invité RTE sur ces capsules, et puis félicitations pour l'organisation de ces modules
qui sont, en tout cas, cette conférence prouve qu'on peut être particulièrement résilient dans tout ce qui est transformation de l'information. Donc, bravo à vous. Je vais commencer peut-être par, alors je ne sais pas si vous voyez bien les slides, c'est bon? Donc, je vais commencer un petit peu pour revenir sur cette crise sanitaire, sur la crise sanitaire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, elle a eu une forte influence sur l'ensemble des composantes du système électrique, pas seulement sur la consommation, si c'était relativement facile à comprendre pour la plupart des acteurs, mais également sur la production. On a évidemment assisté à une diminution spectaculaire de la consommation, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, dès l'adoption des mesures de confinement. Puis ça a été suivi d'une reprise après la fin du confinement, une reprise relativement lente, mais néanmoins réelle, avec la reprise économique. On a aujourd'hui une consommation qui reste légèrement en retrait, mais qui retrouve des niveaux attendus. Par ailleurs, malgré la disponibilité historiquement basse des moyens de production, là aussi, je préciserai un petit peu plus loin dans la présentation, l'ensemble des moyens disponibles, donc que ce soit sur le parc nucléaire, mais aussi sur la capacité installée des énergies renouvelables, et puis le réseau d'interconnexion, hein, puisque c'est quand même un levier majeur de la sécurité d'approvisionnement. Enfin, cet ensemble a permis d'assurer la sécurité d'alimentation électrique en France, et y compris dans le cas de situations tendues. J'ajoute, enfin, je souscris à votre définition de la résilience, mais c'est bien le propre et la mission de RTE d'anticiper et de prévoir de ces situations tendues, et même si elles sont tendues, c'est quand même notre quotidien quelque part de devoir gérer au plus proche du temps réel en fait certains ajustements. Donc si je veux juste passer sur quelques faits marquants hein, de cette période. Alors d'abord on a un solde des échanges qui a diminué nettement. Normalement, en été, on a quand même un solde qui est très exportateur. Et là, on se rend compte qu'il s'est établi à seulement 1,4 gigawatts en moyenne. Et ça, c'est le niveau le plus bas pour un mois de juillet depuis plus de 20 ans. Alors, dans le cadre de cette présentation, je vais essentiellement utiliser des données du mois de juillet parce que ce sont des données qui sont consolidées. On a vérifié que j'infirmerai ou je confirmerai certains points en fonction des premières données qui remontent du mois d'août, mais comme elles ne sont pas encore consolidées, on va regarder essentiellement là jusqu'au mois de juillet. Donc pour revenir sur le solde des échanges, hein, le mois de juillet en fait a été importateur sur 7 journées. C'est beaucoup pour un été. Et on est descendu jusqu'à 6,1 gigawatts d'import le mercredi 8 juillet pardon, à 23 heures. Et ça, c'est dû essentiellement au fait que la production nucléaire était basse par rapport aux années précédentes. À noter également que pour la première fois depuis 2017, le solde mensuel avec la Grande-Bretagne est importateur. Donc ça, c'est des dynamiques qu'on n'avait pas observées depuis très longtemps et qui ne sont pas habituelles durant l'été. Par ailleurs, un autre fait intéressant, c'est que l'équilibre offre-demande a été particulièrement tendu fin juillet. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que c'était critique, hein. Simplement de notre point de vue, il a été tendu et ça a conduit à activer régulièrement des centrales charbon. Et on peut constater que 30% des ajustements à la hausse, hein, ce qui est pour répondre à ces situations tendues, proviennent de la filière thermique. Et ça, c'est un niveau qui n'a plus été atteint non plus depuis janvier 2017, donc depuis un hiver qui était particulièrement froid. Donc, en termes de bilan de l'année sur les émissions de gaz à effet de serre, ce sera intéressant à suivre parce que autant dans la période du début du confinement, on était sur un système qui était essentiellement décarboné, hein, avec quasiment uniquement des sollicitations des filières nucléaires et ENR. Autant là, on voit que sur juillet et puis quelques jours sur août, on fait appel à la filière thermique, ce qui va se traduire donc par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si je regarde maintenant en fait le parc de production, hein, quelques faits sur ce parc de production et pour comparer un petit peu la photo vue d'aujourd'hui par rapport à l'analyse qu'on avait pu sortir sur le passage de l'été, en fait, à ce qu'on appelle nous le passage de l'été, mais les prévisions de l'équilibre offre-demande pour l'été qui était sorti en juin. Ce qu'on constate évidemment, c'est que la crise sanitaire a impacté fortement le planning de maintenance des réacteurs nucléaires. En sortie de confinement,
D'une part, on a assisté à un prolongement des arrêts pour maintenance qui a réduit la disponibilité programmée d'un peu plus de 13 000 MW en moyenne cet été. Et ça par rapport au dernier planning qui avait été publié par le producteur, évidemment, avant le confinement. À ces arrêts pour maintenance s'ajoutaient en fait des arrêts longs pour économiser le combustible nucléaire en prévision de l'automne et de l'hiver, qui sont évidemment plus stressants pour le système électrique. Et ça s'ajoutait en fait à des arrêts courts qui, traditionnellement, sont programmés pour ne pas le nommer EDF, parce que traditionnellement, toute la maintenance, on l'a fait plutôt l'été, évidemment. Donc, du coup, la disponibilité prévisionnelle du parc était inférieure à 12 gigawatts par rapport à l'été précédent. Et ça, c'est un plus bas, c'est un minimum depuis l'été 2001. Donc, il faut noter quand même qu'on a eu là, on a vu de derniers ajustements. Le planning de maintenance des centrales a été revu et de manière plutôt positive avec des réductions de délai. Et ces réductions, lorsqu'on les met en regard des allongements systématiques qui étaient initialement prévus, font émerger une situation qui est plus favorable aujourd'hui. Vous aurez davantage de détails en fin de semaine puisque RTE va publier une mise à jour de la note sur cet équilibre offre-demande et on mettra à jour régulièrement en fait parce que voilà, c'est une situation inédite, donc nous aussi on est résilient et on met en œuvre des moyens inédits. Donc on va mettre à jour régulièrement en fait ces prévisions pour pouvoir être au rendez-vous. Si on regarde maintenant le parc thermique, là, il n'y avait rien d'inhabituel. Comme chaque été, il y avait des arrêts de maintenance programmés par les producteurs, mais grosso modo, la disponibilité du parc était similaire à l'année dernière, avec 8 gigawatts disponibles en moyenne. Du côté de l'hydro, en revanche, on avait un stock qui était largement au-dessus de la moyenne à l'entrée de l'hiver, puisqu'on a eu beaucoup de pluie en automne et un hiver doux, puis suivi de l'impact de la crise sur la consommation. En fait, on a très peu utilisé ce stock hydraulique, donc on était à l'entrée de l'été, on avait un parc qui était supérieur de 20% à ce qu'on avait pu connaître en 2019, et on reste dans des marges très supérieures pour attaquer l'automne. Ensuite, on a quand même, quand on regarde maintenant les ENR, la côté photovoltaïque, on avait estimé dans l'analyse prévisionnelle de juin que la moyenne serait autour de 5000 MW, donc on est au-dessus de ça. La production photovoltaïque, au moins en juillet, a été de 6300 MW. Et le facteur de charge de l'éolien était de 16,5% à peu près. Pour juin, il y avait 16,5 et 16,6 entre juin et juillet. Donc c'était à peu près similaire sur ces 2 mois-là. Il faut que vous ayez en tête que, en général, le facteur de charge estival moyen, il est de 18% et il peut descendre jusqu'à 12% dans des cas de conditions caniculaires, par exemple. Donc, sur la consommation d'électricité maintenant, sur les grands déterminants de la consommation d'électricité, donc toujours par rapport à nos prévisions de juin, on s'attendait à avoir une pointe en fait de l'ordre de 55 gigawatts, c'est ce qu'on a eu. La pointe estivale de consommation a eu lieu le 9 juillet, elle était de 54,9 quasiment gigawatts, avec une consommation moyenne sur la semaine entre 44 et 46 selon qu'on compte les week-ends ou pas. On a atteint évidemment un creux de consommation historique depuis 10 ans, au mois de mai, pendant le confinement. Donc le 10 mai à 7 h du matin, la consommation était de 29 gigawatts. Mais je veux dire que même dans ce contexte, en fait, on peut connaître des épisodes de surproduction nationale. C'est contre-intuitif, mais il faut voir que lorsque on a, par exemple, si on a une surproduction, parce qu'on a une consommation très faible, et que cette surproduction n'est pas exportée vers le reste de l'Europe, parce que la situation est similaire en Europe, à ce moment-là, RTE se retrouve en situation d'imposer la baisse, voire l'arrêt des productions les plus chères.
Alors, ce type de phénomène n'est pas propre à la France, hein, c'est partout le cas en Europe et c'est l'origine des épisodes ponctuels de prix négatifs. En général, en fait, on va avoir d'une part une consommation faible. Dans ces situations-là, hein, quand on a des prix négatifs, cela vient de la conjonction d'une consommation faible, et ça c'est vrai en été de manière générale. Et puis, on a toujours le développement de la production éolienne et photovoltaïque qui peut faire apparaître des périodes de creux de consommation pendant de brèves périodes hein, de surproduction à l'échelle nationale. Et si on regarde ce qui s'est passé le dimanche 5 juillet, donc je vous invite à vérifier sur Ecodomix si vous avez installé cette application. Donc le 5 juillet, en fait, on a une forte production de NR en Allemagne et une conso très réduite partout en Europe. Et ça a conduit à un prix allemand négatif. Et par voie de conséquence, ça a entraîné en fait la chute des prix sur toute la zone CWE, ainsi qu'en Suisse, au Danemark, en Grande-Bretagne, en Croatie, en Slovénie. Et pour l'illustrer, le prix est descendu jusqu'à moins 65 € en Allemagne et moins 20 € en France, où on a démontré 12 pas horaires négatifs quand même sur la journée. Ensuite, sur la tendance globale de la consommation, est-ce qu'on peut, pas prévoir, mais au moins conjoncturer pour les semaines qui viennent. Donc, on a eu évidemment au cours du premier semestre 2020 une baisse importante de la consommation avec une diminution de un peu moins de 5% par rapport à l'an passé. Dès juillet et pendant l'été, on a retrouvé un niveau proche de la normale, mais toujours en retrait. Mais ça, c'est à nuancer parce que de toute façon, pendant l'été, on a beaucoup moins de consommation d'électricité qui est due en fait à l'activité économique, puisqu'on a beaucoup c'est la période estivale et donc il y a moins de consommation d'électricité qui est due à l'activité économique, en particulier des grandes industries. Donc il va falloir surveiller ce qui va se passer là dans les semaines qui viennent pour voir si ce retour quasi à la normale en fait se confirme ou plutôt repart un petit peu à la baisse. C'est plutôt mon opinion, mais j'espère que non. J'espère que l'activité économique sera au rendez-vous. Donc, nous, ce que l'on voit, c'est que la consommation d'électricité, elle demeure en retrait d'un peu plus de 3 points, quasiment 4 début septembre, par rapport à son niveau nominal, par rapport à ce que l'on aurait si on n'avait pas eu, si on n'avait pas en fait de confinement, si on n'avait pas eu de confinement et si on n'avait pas de crise sanitaire. Et cette réduction, elle concerne essentiellement l'industrie et le secteur tertiaire, hein, qui reste directement dépendante de l'activité économique. Et on voit que si on regarde plus précisément le secteur de la sidérurgie et le secteur automobile, là, on voit qu'il y a encore un recul quand même relativement important, alors que les transports ferroviaires interurbains, eux, sont quasiment revenus au nominal. Donc, au cours des prochains mois, la consommation d'électricité et sa reprise, elles vont dépendre essentiellement de l'évolution de la situation sanitaire, si on a une deuxième vague ou pas, ou si les mesures locales de confinement, en fait, affectent l'activité économique. Et donc, on va regarder plus particulièrement la consommation des entreprises dans les secteurs industriels et tertiaires qui peuvent représenter jusqu'à 30 gigawatts de puissance, qui sont appelés à la pointe en hiver. Donc, pour nous, c'est particulièrement significatif dans nos prévisions. Donc, on a encore des incertitudes qu'on encadre, mais on est dans une période d'observation et de vigilance, on va dire. Donc, dans ce cas, quels sont les leviers de la sécurité d'approvisionnement qui sont à notre disposition? Alors, toutes les analyses qu'on a sur la sécurité d'approvisionnement que RTE a publiées et continue de publier, elles retiennent quand même l'hypothèse d'un retour à la consommation électrique quasi normale. Ce qui veut dire qu'en fait, si jamais ce n'est pas le cas, en fait, tout scénario d'une reprise qui serait plus progressive, en fait, ça conduirait à un risque moins important sur la sécurité d'approvisionnement. Donc, parmi les leviers dont on dispose, donc évidemment, on a les capacités, les interconnexions en fait de la France entre la France et les autres pays. Et de ce point de vue-là, en fait, on avait estimé avant l'été que les capacités d'importation seraient à la hauteur du besoin. On avait des analyses prévisionnelles de juin indiquaient que le réseau de transport pourrait importer 10 800 mégawatts minimum à la pointe de consommation.
Et dans les faits, ce que je vous disais en introduction, on a atteint 6 gigawatts le 6 juillet. Et c'est du même ordre de grandeur sur le mois d'août. On a vérifié les chiffres du mois d'août, on est dans les mêmes ordres du mois d'août. Il y a également en fait un encouragement aux effacements de consommation et je vous rappelle en fait la conférence de presse du 11 juin 2020 hein, où la ministre de l'Énergie avait annoncé un plan de soutien aux effacements de consommation de manière à accélérer leur développement en conformation aux orientations de la PPE. Du coup, on a ce réservoir-là qui est disponible et les modalités d'appel d'offres pour 2021 ont été revues courant juillet. Et puis enfin, on a la maîtrise de la consommation. Donc là, ça passe par tout un tas de leviers, y compris à l'échelle individuelle. Côté RTE, on va généraliser le dispositif EcoWatt, qui est un dispositif citoyen d'appel en fait aux gestes éco-citoyens pour pouvoir contribuer à la réduction de la demande. Donc en conclusion, en fait, ce qu'il faut retenir de cette photographie rapide, c'est que la situation est plus favorable aujourd'hui que celle qu'on envisageait avant l'été, compte tenu de la revue de planning des centrales, de la disponibilité du parc nucléaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a une consommation qui reste en retrait pour certains secteurs, mais elle reste. Il faut qu'on soit vigilant parce que ça dépendra vraiment il faut qu'on comprenne beaucoup plus finement en fait quels sont les secteurs qui vont être le plus impactés et de quelle manière ils peuvent affecter ça. Donc au mois de novembre en fait, RTE va publier le BP et donc avec différents scénarios, avec différents scénarios qui prendront en compte non seulement les mises à jour en fait du parc nucléaire, mais aussi l'impact évidemment de la situation sanitaire. Donc voilà, on se met en ordre de bataille également pour pouvoir suivre ce qui va se passer. Et je laisse la parole à Marie. Merci beaucoup, Maïté. Peut-être on peut refaire une annonce, on voit que vous commencez à poser des questions. Donc, n'hésitez pas à voter pour des questions déjà posées. Oui. Exactement. Donc maintenant qu'on est allumé, donc merci beaucoup Maïté pour ce tour d'horizon. Effectivement, le programme de RTE est très chargé dans le contexte post-Covid et on attend avec impatience toutes ces futures études à venir. Je passe maintenant la parole à Marie de Beaumont de France Stratégie pour une présentation sur l'impact du Covid sur le secteur électrique. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Je suis ravie de participer à ce séminaire et aussi félicitations d'avoir pu maintenir tout ça. On voit beaucoup de conférences annulées et donc ça fait plaisir de voir qu'on continue quand même à échanger et à réfléchir collectivement. Alors, je vais vous présenter une étude qui a été publiée en avril, donc au cœur du confinement. Donc, c'est un peu un flashback par rapport à ce que Maïté a expliqué tout à l'heure. Mais ça nous permet aussi de faire un… Pardon, j'ai un écho, pardon, par contre. Je ne sais pas si on peut le régler. Voilà, merci. Donc, c'est un arrêt sur image qu'on a voulu faire en avril dans le cadre d'un projet plus long qu'on avait à France Stratégie. Et je fais ça avec Étienne Becker, qui est le co-auteur de cette étude. L'idée, c'était de voir dans quelle mesure les mix électriques, les stratégies électriques des différents pays européens étaient coordonnées, comment ils étaient discutés. Il y a une coopération d'un point de vue technique, avec une intégration technique liée aussi aux politiques européennes, mais est-ce que du côté des stratégies politiques, il n'y a pas un besoin de réfléchir un peu plus ensemble? Donc ça, c'était le cadrage de départ. Donc on travaille sur cette note de long terme, mais au regard de la crise qui se déroulait, on s'est dit que ce serait intéressant de faire une étude flash sur ce système qui était mis à l'épreuve avec cette situation qui sonnait comme une alerte, comme le révélateur de certaines fragilités du système électrique, et de voir en quoi ça permettait de réfléchir, ça permettait d'ouvrir le débat, éventuellement de faire des préconisations de politique publique. Donc on n'en était pas là en avril, mais là on a avancé là-dessus et c'est sur ça que j'ouvrirai tout à l'heure. Donc l'idée c'est de se baser sur les constats techniques que fait RTE, on ne se met pas du tout à la place, on vient après, et d'essayer d'en trouver les enjeux politiques et quelques préconisations. Alors, du coup, donc on a donc retour au moment du confinement.
on a observé une forte baisse de la demande d'électricité pendant les premières semaines, entre 15 et 20%, et une demande qui était d'autant moins prévisible que cette situation était inédite. Donc, c'était assez difficile d'ajuster l'offre et la demande, puisque on ne savait pas trop comment les citoyens, comment allaient réagir, comment les entreprises aussi allaient s'ajuster. Et ce qu'on pouvait voir, c'est que la courbe de demande, elle ressemblait plus à un jour férié, avec le pic du matin qui se lissait et qui se décalait, qui était plus tardif, donc avec une situation assez inédite du côté de la demande. Ça a entraîné une baisse des prix de l'électricité, des prix de marché à court et à long terme. On a pu voir que des épisodes de prix négatifs beaucoup plus fréquents aussi, répartis en Europe. Sur la période, le cœur de la crise du printemps, les prix négatifs ont été négatifs pendant environ 38 heures, alors que sur toute l'année 2019, c'était 27 heures. Donc, on a eu un épisode très fort de prix négatifs, très long. Les prix de marché ont baissé d'à peu près de 37 euros l'année dernière par mégawattheure à 15 euros par mégawattheure pendant le confinement. Ce qui a entraîné aussi, donc ce qu'on a vu, des problèmes par rapport aux revenus des producteurs, des gestionnaires de réseau, des fournisseurs. Donc, il y a tout un ensemble d'acteurs de la chaîne de valeur qui ont été affectés par cette baisse des prix. En effet, donc, la baisse des prix s'expliquait aussi par une chute de la demande, et l'évolution de la demande, comme on le voyait, par des conditions météorologiques particulières, puisqu'il y a eu beaucoup de vent. C'était un printemps aussi très ensoleillé. Donc, on a arrêté les centrales les plus coûteuses et les centrales thermiques, gaz, charbon. Ça a fait baisser les prix de l'électricité. Et donc, les centrales majoritaires, les unités de production majoritaires, c'était des unités à coût marginal faible, entraînant donc une baisse des prix. Ça a plusieurs impacts à différents niveaux. Ça a donc fait plonger les prix d'électricité, donc ça a affecté les revenus d'une partie des acteurs du secteur. Et en termes pardon, je reprends. Ça a affecté aussi les revenus prévus pour les énergies renouvelables, puisque les producteurs, le soutien des énergies renouvelables par l'État a été affecté aussi, puisque qui dit prix de marché plus bas, dit que l'État va devoir beaucoup plus compenser ce qu'il avait promis aux producteurs d'énergie renouvelable. Puisque le marché est plus bas et ne satisfait pas le niveau de prix minimal promis aux producteurs de renouvelables, eh bien l'État va devoir financer davantage, ce qui implique donc un coût supérieur des énergies renouvelables pour le budget de l'État. Donc pour 2021, on voit une hausse de 1,4 milliard d'euros pour la régularisation de ce financement des énergies renouvelables. Donc ça va être un coût pour le budget de l'État. Dans le même temps, l'État va avoir moins de revenus, notamment liés aux ventes de combustibles carburants qui ont beaucoup baissé pendant le confinement. Donc l'équilibre pour l'État, pour les finances publiques, va être plus délicat à respecter. Par exemple, aussi les impacts pour le gestionnaire de réseau, puisque ces revenus viennent des kilowattheures consommés, puisqu'on a consommé moins de kilowattheures sur cette période, les revenus s'en trouvent affectés. Et étant donné que les investissements des gestionnaires de réseau sont avant tout dans des infrastructures, c'est assez incompressible et c'est même souhaitable de les augmenter à l'avenir. Donc, il va falloir augmenter probablement les tarifs de réseau. Donc ça, c'est ce qui nous attend. Et on a calculé qu'à peu près pour une baisse de 10% de la consommation d'électricité, ça pouvait conduire à une hausse de 5% du tarif de réseau pour compenser cela. Pour les producteurs, donc ça a été assez différencié. Je vous disais, pour les énergies renouvelables, le tarif est garanti. Donc pour les producteurs eux-mêmes, ça va, mais l'État va devoir les soutenir. Ensuite, pour le producteur EDF, par exemple, qui a vendu beaucoup moins de nucléaire, du fait, on a parlé des arrêts de tranche, des arrêts pour préserver la quantité de combustible, il y a une baisse de production nucléaire de 18% sur le premier semestre par rapport à 2019. Et donc ça, c'est des kilowattheures en moins qui ont été vendus. Donc ça fait aussi souffrir le producteur. Du côté des fournisseurs, l'impact a été un peu différent suivant les segments de clientèle, puisque du côté des clients résidentiels, d'une part, la consommation a plutôt été relativement stable, on va dire, du côté des clients, et puis les tarifs sont largement réglementés, donc c'est plutôt un manque à gagner de ce côté-là. Mais par contre, pour ceux qui fournissaient des gros clients qui sont plutôt capables de faire jouer la concurrence, qui ont essayé de faire baisser justement leur prix d'accès à l'électricité, profitant des conditions de marché favorables, ça peut quand même être un effet ciseau en fait vers les fournisseurs.
Je poursuis. On a vu donc une période où la part de l'électricité d'origine éolienne et solaire a été très importante. Ça a été le cas partout en Europe, puisque l'Europe a été touchée de la même manière du côté sanitaire et que les conditions météorologiques étaient plutôt favorables à l'éolien et au solaire dans les différents pays. Donc la part de ces énergies renouvelables a été importante pendant le confinement. Et puis aussi, je disais, on a arrêté les centrales les plus chères et les plus polluantes, ce qui fait qu'on a une part d'énergie variable, fatale, non pilotable, plus importante dans les réseaux. Donc ça a occasionné aussi des difficultés de stabilité du réseau, d'adéquation entre l'offre et la demande, une demande qui était plus volatile et une offre également plus volatile, vu la part de ces renouvelables non pilotables. Et puis, ça a posé aussi des problèmes de maintien de tension et de fréquence sur le réseau. Donc tout un tas de problématiques sur la stabilité du système. Et au début du confinement, il y avait eu des alertes en Angleterre, notamment, pour expliquer que cette part importante des renouvelables intermittents dans le réseau compliquait largement la gestion de ce réseau et pouvait poser quelques problèmes. Je rappelle que les Britanniques ont eu un gros blackout le 9 août 2019 et que du coup, ils sont assez prompts à faire des alertes sur ces sujets-là. Je reviens aussi sur le côté à gauche, le slide de gauche, sur les records, la part record du solaire et de l'éolien. Il y a des situations particulières suivant les États. On voit que le Danemark est en tête dans cette proportion. On voit donc que ça a augmenté dans tous les pays, cette part des renouvelables, et donc elle est particulièrement importante dans certains pays parce que, par exemple, le Danemark c'est un peu un couloir entre le nord, entre la plaque scandinave et le nord de l'Europe. Le Danemark est particulièrement bien interconnecté avec à peu près, je crois, 110% de capacité d'interconnexion. Et donc, pour eux, ça pose pas vraiment de problème d'avoir autant d'énergie intermittente puisqu'ils peuvent la faire circuler en Europe. Idem, l'Allemagne est un pays central en Europe, donc il y a vraiment le levier des interconnexions qui peut aider et qui peut jouer. Par contre, des pays comme le Portugal, comme la France, reçoivent plus de problèmes, ont un système électrique moins flexible, aussi du fait de leur mix de production, ce qui rend l'occurrence de problèmes liés aux énergies intermittentes plus forte, même à un taux de pénétration de renouvelables moins important. Donc tout ça, donc je parlais des prix négatifs assez importants au dernier semestre, pose la question de la flexibilité de notre système électrique, tant du point de vue de l'offre, comment elle est capable de s'ajuster, que du point de vue de la demande. Est-ce qu'on a suffisamment développé les flexibilités? Est-ce qu'on a suffisamment ou bien soutenu les effacements de consommation? Est-ce que les consommateurs réagissent bien? Est-ce que nos interconnexions fonctionnent bien? Voilà, ça pose tout un tas de perspectives, tant du point de vue de l'offre que de la demande. Et sur le graphique de droite, j'ai représenté donc la quantité d'énergie de l'électricité appelée au premier semestre. Et on voit donc cette chute, dans tous les cas, la chute de la consommation d'électricité. Et elle est particulièrement forte du côté de la haute tension, du côté des gros consommateurs qui sont, eux, les leviers privilégiés pour faire de la maîtrise de la demande. Donc le système a été particulièrement fragilisé parce que ceux qui participent de l'ajustement ont été moins disponibles. On avait moins de marge de manœuvre de ce côté-là. Donc, ça a mis en lumière des fragilités du système. À cela, on ajoute, donc je ne vais pas revenir dessus, le décalage d'opérations de maintenance pour économiser du combustible, mais aussi du côté des renouvelables, on a dû décaler des opérations de maintenance et également de l'installation. Il y avait un certain nombre de mégawatts prévus en installation photovoltaïque éolienne pour le prochain semestre. Et puis là, du coup, il va y en avoir un peu moins raccordés au réseau. Donc, ça vaut pour toutes les sources d'énergie. J'ai survenu donc sur le rôle des interconnexions qui permet à certains pays d'avoir une part de renouvelables plus importante. Et donc, ça pose la question au niveau européen, puisque nous avons des objectifs européens de développement des énergies renouvelables, de savoir si est-ce qu'on est suffisamment interconnecté, quels sont les investissements à mettre en œuvre. ENSOE a publié un rapport cet été expliquant que si nous voulions atteindre nos objectifs en termes de décarbonation, en termes de flexibilité et de sécurité d'approvisionnement, il allait être essentiel de développer et d'investir dans les interconnexions. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ce qu'on peut voir aussi, et là, on voudrait le mettre en lumière dans la note que nous sommes en train de rédiger, c'est qu'il y a une coordination relativement faible des stratégies énergétiques des États membres.
Oui, les gestionnaires de réseaux européens travaillent ensemble. Oui, il y a un travail sur les codes de réseau, sur les marchés de capacité. C'est un travail qui est technique, mais du point de vue politique, on n'en tire pas suffisamment les conséquences. Par exemple, si on veut développer tant de pourcents d'énergie renouvelable, ça suppose d'avoir beaucoup plus d'interactions, de flux, d'échanges avec les autres pays européens, ce qui a des implications en termes d'investissement, par exemple, ou en termes de coordination sur les mécanismes de gestion de la demande. Et ça, d'un point de vue politique, avec les conséquences afférentes, c'est encore assez peu discuté. Quand on regarde les stratégies, l'équivalent des programmations pluriannuelles de l'énergie dans les différents pays européens, on ne voit pas de discussion réelle de fond entre les différents pays européens. On choisit tant de pourcents d'ENR, tant de pourcents de nucléaire, chacun de son côté, on arrête telle ou telle capacité pilotable, chacun du côté de sa frontière. Et en fait, ces implications, les effets, on va devoir importer plus d'un pays à un autre, par exemple la Belgique qui va avoir besoin d'importation, finalement, on se retrouve juste devant le fait accompli. Et donc ça, c'est un sujet assez problématique. Donc on a vu que c'était un système qui avait été éprouvé par la crise. Il y a eu des tensions sur l'approvisionnement, sur la stabilité du réseau, qui ont mis en lumière la nécessité d'investir et la nécessité de se coordonner davantage. Alors, c'est d'autant plus important qu'on a une part croissante de l'électricité dans le bouquet énergétique français qui est appelée à croître. On a à la louche, pour parler au niveau français comme au niveau européen, à peu près un quart de notre consommation d'énergie qui vient de l'électricité, et on devrait, suivant ces stratégies, tendre vers plus de la moitié de l'approvisionnement. Pourtant, on vient de voir qu'on a des fragilités très fortes dès maintenant. Si on veut décarboner les mix électriques et si on veut rajouter des renouvelables, il va y avoir plus d'instabilité, plus de difficultés à gérer le réseau, et pourtant, on n'investit pas forcément en ce sens et on n'est pas forcément conscient des implications de ces objectifs. On a aussi un problème donc, pour le parc de production. Justement, on a des capacités pilotables, des capacités moins pilotables, ce qui suppose de faire des choix industriels à l'avenir. Comment le planifier? Comment équilibrer cette part du pilotable, du moins pilotable? Comment on finance tout cela? Comment on donne de la prévisibilité aux acteurs, sachant que donc pour l'année prochaine, pour les quelques années qui viennent, tout ça est joué sur la question du passage de l'hiver dans les années qui viennent, mais à horizon 2030, comment on tire les conséquences de cette crise, mais aussi des choses qu'on pouvait déjà observer avant cette crise, en termes de perspective à horizon 2030, notamment au vu des délais de construction, des délais d'approbation politique des différentes stratégies énergétiques. Un autre défi qu'on peut identifier à partir de cette étude un peu flash, c'est pour les consommateurs et les citoyens. En effet, quel que soit le mix énergétique et la quantité d'ENR ou de nucléaire qu'on choisira, ça aura des conséquences sur la maîtrise de la demande, sur la manière dont on consomme l'électricité. Plus vous avez d'ENR, plus vous aurez besoin de flexibilité et donc de maîtriser la consommation, de décaler la consommation, par exemple. Une réflexion peut-être sur le niveau de sécurité d'approvisionnement qu'on souhaiterait avoir. Idem, si on choisit plus de nucléaire, il va falloir en discuter avec les citoyens. C'est un sujet qui est assez explosif dans le débat public, donc il va falloir le traiter, il va falloir en discuter, et c'est de voir où est-ce qu'on fixe le curseur entre sécurité d'approvisionnement, prix de l'énergie, quelle flexibilité on est prêt à accorder au réseau, au système électrique, et tout ça mérite d'être discuté. Et ce qui est vraiment important, c'est que nous, donc on prend le constat, on est preneur, on dévore les travaux d'RTE, et on se demande quelles sont les implications politiques de tout ça. Quand on regarde les questions de sécurité d'approvisionnement, qui sont notamment en France, le critère est discuté de manière assez technocratique, mais en fait, ça a des implications fortes sur la vie d'un pays, sur la manière dont on gère ses industries, dont on vit au quotidien, dans la qualité de vie, et peut-être que ça pourrait intéresser le citoyen. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis j'écouterai les questions avec plaisir. Merci beaucoup, Marie. Donc, comme Valérie l'a dit en introduction, vous avez le chat qui permet de poser un certain nombre de questions, et puis vous pouvez aussi voter pour questions, ce qui me permet de arriver en tête des questions qui ont retenu le plus d'intérêt. Peut-être je vais risquer à faire une synthèse des deux présentations. Je voulais vous remercier à nouveau. Je pense que les deux présentations étaient extrêmement complémentaires. Voilà, un éclairage profond de RTE sur
le fonctionnement électrique pendant le Covid et en sortie de crise. Et puis, de ton côté, Marie, aussi, au-delà du flashback, poser un certain nombre de questions et d'enseignements pour nos politiques énergétiques. Et comme pour RTE, on attend avec impatience les futurs travaux dans ce domaine. Je pense qu'il y a un certain nombre de points d'idées fortes qui sortent de ces derniers mois. Il y a effectivement le fait que le Covid a été d'une certaine façon une expérience naturelle où pendant plusieurs semaines, le système électrique européen a sens de renouvelables. Ce qu'on a vu notamment, et RTE l'a montré à plusieurs reprises, c'est que le nucléaire, dans ce cadre-là, a été très, très flexible et a permis justement de favoriser cette intégration des renouvelables. Donc, je pense qu'il y a tout un volet sur le fonctionnement au niveau technique, l'intégration réseau d'un mix avec une part croissante de renouvelables et une base nucléaire flexible. Cela pose, et Marie, tu es très bien revenue dessus, des questions sur la des cadres de market design, des cadres notamment des politiques de soutien à un certain nombre de technologies. Et puis, l'autre volet, c'est aussi sur l'évolution de la consommation. On n'est peut-être pas beaucoup allé là-dessus, mais je pense qu'on aura l'occasion, dans le cadre des questions-réponses, sur les comportements des acteurs, sur les gisements de flexibilité de demande qu'on peut effectivement mobiliser et comment s'assurer qu'on a une demande qui est demain de plus en plus aussi flexible que possible. Sur la base de cette brève synthèse, je vais passer maintenant aux questions. On en a un certain nombre, donc je m'excuse par avance parce qu'on n'aura sans doute pas le temps de toutes les prendre. Et une première question sur les épisodes et pour savoir s'ils sont liés notamment aux des centrales en Allemagne n'ont pas baissé leur charge. Là-dessus, je vais peut-être prendre double question. Et à la fois cette question, est-ce que les prix négatifs sont liés au fait que l'Allemagne n'a pas baissé, les centrales charbon en Allemagne n'ont pas baissé leur charge? Et aussi une question sur les tensions fin juillet, début août, avec ces appels à des centrales thermiques. Est-ce savoir si cela est lié à des litiges juridiques sur l'accès, notamment dans le cadre des cités nucléaires au travers de l'ARENH. Pour l'ARENH, je pense que Marie sera peut-être mieux placée que RTE pour deux premières questions qui, je pense, sont assez peuvent être répondues à la fois par Maïté et Marie. Alors, oui, sur les centrales charbon qui n'auraient pas diminué leur charge, bon, je ne me prononcerai pas sur le comportement des acteurs, mais dans tous les cas, c'est pas dans leur intérêt non plus. Quelque part, les prix sont pas, les conditions de marché sont pas réunies pour qu'ils ne les incitent pas, en tout cas, à adopter ce comportement. Donc, pour nous, les prix négatifs, ils résultent bien, en fait, de conjonctions, de périodes où on a une surproduction ponctuelle face à une consommation qui est très faible. Donc, on a un creux de conso et mécaniquement, ça entraîne des prix négatifs qui durent pas forcément longtemps, mais qui sont là et qui peuvent atteindre des niveaux assez importants. Sur la question des prix, des situations tendues, j'ai vu passer rapidement, j'ai parcouru rapidement les questions. Alors, pourquoi le fioul plutôt que le charbon? Ça, c'est la présidence économique qui va décider un petit peu dans quel ordre on va faire appel aux centrales thermiques. Bon, ça, et peut-être au moment où on va appeler, disons que quand RTE reprend la main au plus proche du temps réel, ce qui se passe, c'est qu'on va sélectionner parmi toutes les offres celle qui est la plus efficace du point de vue technico-économique. Donc, c'est à la fois, il faut qu'elle soit pas chère et à la fois, il faut qu'elle soit faisable. Donc c'est ça qui va décider un petit peu de l'appel du fioul par rapport au charbon ou du charbon par rapport au fioul. Ensuite, sur la question
des situations tendues. On est vraiment là dans le cadre en fait de situations qui sont connues hein, du point de vue du système électrique. Hein. On avait un équilibre offre-demande qui était particulièrement contraint à la fin du mois, mais là essentiellement du fait de la faible disponibilité en fait du parc de production. Donc du coup les marges à la hausse, ce qui va nous permettre de pouvoir nous rapprocher en fait de la consommation réelle, ben, elles ont été régulièrement insuffisantes. Et ça nous a conduit à mettre en œuvre ce qu'on appelle nous des modes dégradés et à activer régulièrement des groupes charbon, ce qu'on ne fait pas normalement dans cette période-là. Mais c'est bien plutôt la structure physique, enfin ce qui s'est passé à ce moment-là qui a prévalu là-dessus. Ensuite, bon, moi pour la reine, je vois pas vraiment de lien. Pour moi, c'est Marie, si Marie a des billes là-dessus, mais personnellement, en tout cas à première vue, je vois pas de lien là-dessus sur ces périodes tendues-là. Alors, sur la reine, je me prononcerai pas forcément directement, mais par contre, je peux mettre un peu en perspective, parce que pour moi, la question de la reine, c'est aussi la question du financement du mix de production. Et au vu de l'importance des investissements à venir à horizon 2030, 2035, 40, tant en France, parce qu'on voit quand on fait la pyramide des âges des centrales nucléaires, on voit qu'il va falloir mettre des choses à partir de 2030-2040. Et c'est la même chose en Europe. Ensoe l'a aussi rappelé, il y a des milliards d'euros et des dizaines de gigawatts dans lesquels il va falloir investir. Donc en France et en Union européenne, il va falloir investir. Et la question, c'est comment on fait. Et actuellement, en France, il me semble, et ça c'est vraiment un point de vue personnel, on est en train de réfléchir de notre côté, donc c'est même pas arbitré, c'est actuellement, j'ai plutôt l'impression qu'on ne finance pas trop pour l'avenir, mais que on s'assoit et on rémunère les investissements passés, donc on en bénéficie. Mais par contre, est-ce qu'on met de l'argent en vendant nos kilowattheures de côté pour investir dans de nouvelles unités de production? Ça, c'est une vraie question. Et donc, investir dans le mix de production future me semble important. Et ça, c'est une réflexion qu'il faut mener, puisque le mix qui sera nécessairement décarboné sera nécessairement très capitalistique. Et ça va poser la question de l'effort qu'on va devoir faire. Donc ça, c'est une vraie question. Et ça me permet de rebondir sur une que j'ai vue passer dans le chat, qui était sur la France devrait-elle devenir un grenier à électricité? Peut-être, mais qui paye? Qui construit le grenier? Et comme c'est très capitalistique, peut-être que sur 80 ans, au bout de 60 ans, il va être rentable, éventuellement. Mais qui finance l'investissement de départ? C'est un coût d'opportunité fort, donc ça ne résout pas le problème. Et puis, ça pose aussi la question de la sécurité d'approvisionnement, puisqu'en France, par exemple, si on faisait un grenier nucléaire, donc ça coûte très cher au début, ça veut dire que les autres vont se reposer sur notre capacité à être toujours fournisseur en dernier recours. Donc, ça veut dire qu'on paye l'assurance la plus chère et que les autres en bénéficient, ce qui n'est pas forcément souhaitable, d'où, quel que soit le mix énergétique qu'on choisisse, le besoin d'en discuter avec nos voisins pour l'optimiser. Et il y a pas mal d'études qui montrent que le mix énergétique optimal, c'est un mix énergétique qui est optimisé à la maille européenne, optimal et économiquement et techniquement. Et ce qui est vraiment du côté politique, pour l'instant, on est très, très loin derrière. Je savais que tu saurais rebondir sur la question de la reine. Ce qui permet à mon tour de rebondir sur une question de coordination. Alors, cette fois, au volet technique entre les différents GR, sur l'aptitude, sur la disponibilité des moyens de production. Évidemment, côté français, on se focalise beaucoup sur la disponibilité du parc nucléaire français. Est-ce qu'il y a d'autres parcs européens où il y a des incertitudes fortes sur leur disponibilité au cours des prochains mois? A priori, les conditions, les autres pays ont été relativement moins impactés que nous. Alors, c'est à vérifier et à creuser. Sur le côté disponibilité du parc de production. Tout ce qui est conso, évidemment, ils ont connu les mêmes incertitudes, mais nous, la particularité de la prédominance, en fait, de la part du nucléaire dans notre mix, fait que dès qu'il y a un petit souci sur la filière nucléaire en général, ça a un impact très fort, finalement, sur le système électrique. C'est moins vrai dans les mix de nos voisins qui sont plus équilibré en termes de répartition de sources d'énergie.
Alors, je ferai juste un complément sur l'avenir. On va quitter cette fois l'Europe. Pardon, alors, j'ai juste fait un petit complément sur l'avenir. Je n'ai pas de chiffres et c'est quelque chose qui est encore en travaux. Mais quand on compare les stratégies politiques des différents pays frontaliers de la France, Italie, Espagne, Belgique, on constate donc qu'on va devoir déclasser des productions pilotables et renforcer les productions non pilotables. Et dans le même temps, on va essayer de travailler sur la gestion de la pointe, de la gestion de la demande. Mais pour l'instant, ce rebouclage, on n'est pas sûr que ça marche à tous les coups. Et donc ça, c'est une réflexion. La Commission européenne, dans son rapport sur l'état de l'Union de l'énergie, en parle. Les différents gestionnaires de réseaux européens en parlent aussi. Et il y a eu quelques alertes rouges de la part du gestionnaire belge, notamment, qui disait qu'en déclassant beaucoup de productions pilotables, à horizon 2025, il y allait avoir des problèmes et qu'il allait falloir se reposer sur les voisins, si toutefois les voisins avaient suffisamment de courant envoyé. Donc ça donne des perspectives sur lesquelles il faut au moins réfléchir. Merci. Et on a vu également, je crois, côté Allemagne récemment, un opérateur de réseau allemand qui demandait, je crois, à Uniper de ne pas fermer une centrale au charbon, justement, pour sécurité d'approvisionnement. J'allais nous faire quitter un instant l'Europe pour passer du côté de la Californie, qui, elle, a connu des délestages pendant l'été. Est-ce que vous avez, de votre côté, une analyse de cette situation et potentiellement des enseignements pour l'Europe? Alors, pour avoir échangé avec des collègues de la R&D au sein de RTE, en fait, la situation en Californie, elle semble essentiellement due à des règles inadaptées de fiabilité de l'approvisionnement en électricité, alors qu'eux aussi développent de plus en plus d'énergie renouvelable. Puis il y a peu d'autres moyens de production en Californie même. Et du coup, il y a une difficulté à exploiter vraiment un manque réel de capacité. La fondation est liée à une capacité d'importation, si on peut parler d'importation entre la Californie et d'autres États, n'était pas saturée. Donc du coup, c'est peut-être pas une situation qui est complètement transposable au cas européen, voire au cas français. Et on retrouve aussi, par contre, des ingrédients dont on pourrait s'inspirer plutôt pour le côté européen, puisque la Californie, donc, elle a été pionnière sur le développement, sur la décarbonation, on va dire, de son mix électrique, au moins sur les objectifs. Mais ensuite, en fait, elle a dit, donc, je ferme mes centrales à charbon, mais finalement, elle importe entre, je ne sais plus, un tiers ou un quart de son électricité des États voisins. Et elle se retrouve avec des unités de production pilotables assez insuffisantes. Et comme la canicule frappe aussi les pays voisins, pas uniquement la Californie, elle a besoin de courant pour la climatisation, mais les pays voisins aussi. Donc il y a eu des restrictions sur les importations venant des États voisins. J'ai transféré à l'Europe. Et du coup, il y a ce problème-là. Donc il y a eu aussi le problème du côté de la demande, puisqu'il y a un manque de flexibilité assez fort. Les Californiens consomment beaucoup d'électricité pour la climatisation et c'est pour ça que les risques de blackout sont en fin de journée au moment où il fait encore chaud et le soleil diminue. Les risques sur le réseau sont importants. Ça pose pas mal d'enjeux puisque certains Californiens avec un gros pouvoir d'achat sont capables d'acheter le super Powerwall de Tesla pour se protéger. Et donc ça pose aussi, quand on parlait de problèmes politiques et sociaux, la question de moi je peux m'isoler, il n'y a pas de problème, je saurais gérer, le réseau californien marche pas, mais moi je peux me débrouiller. Donc ça pose aussi ces enjeux-là. Le problème est exacerbé aussi du fait de la situation sanitaire, puisque avec les questions de confinement et de télétravail, les gens sont davantage chez eux et il se pourrait qu'ils ont davantage besoin de la climatisation et c'est plus difficile de réguler ça au niveau du particulier qu'au niveau des grands centres tertiaires. Donc ça pose tous ces sujets-là. Et puis ça, ce sera à creuser, mais il me semble que la manière dont justement les Californiens gèrent et planifient leur réseau, mais plutôt, je crois qu'ils ne sont pas dimensionnés sur les événements extrêmes, mais plutôt sur une année normale. Et aussi, ça a un trait aussi à qui demande la scénarisation. Donc, qui demande ce dimensionnement.
Donc, il y a des enjeux de régulation qui ne sont pas du tout similaires à l'Europe, mais par contre, les situations type cohésion sociale, type prévision de l'offre, prévision de la demande, et puis relation avec les États voisins, ça, c'est des choses dont on peut s'inspirer. Ou pas, plutôt. Qui donnent lieu à un certain nombre d'enseignements. Merci toutes les deux pour ces réponses. Il nous reste encore 5 minutes. Je pense le temps de prendre une ou deux questions. Peut-être une question sur justement l'évolution de la demande, notamment la demande des ménages. Dans la question qui revient souvent, c'était l'impact du télétravail sur la demande des ménages. On a vu que ça a eu un impact assez faible, ce qui a pu faire dire à certains qu'il y aurait des coûts factuels et gestes énergétiques importants. Est-ce que côté RTE, c'est quelque chose que vous avez commencé à regarder au niveau des données assez fines auxquelles vous avez accès? Alors, nous, côté RTE, ce qui nous interpelle, c'est en fait, ça souligne le besoin qu'on savait déjà, enfin, qu'on connaissait déjà, mais de creuser beaucoup plus et d'apporter beaucoup plus d'importance en fait à la consommation par usage et à l'évolution des usages. Et on voit, durant le confinement, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été remis en lumière, notamment ceux qui avaient été menés par l'ADEME sur la consommation du secteur numérique, où on voit effectivement que on a besoin d'une compréhension plus fine. Alors, on a des éléments d'analyse, mais il faut qu'on arrive à pouvoir l'intégrer dans le modèle. Donc, effectivement, on ne l'a pas vraiment vu, parce que nous, ce qu'on va regarder au premier chef, c'est d'abord en fait l'image que nous renvoient les installations qui sont raccordées à nos réseaux. Donc, on va avoir une petite idée sur tout ce qui est data center, etc. Mais pour pouvoir se projeter et avoir une bonne compréhension de ce qui peut se passer et de réellement l'impact sur les ménages, il faut, et on sait qu'on va le faire, il faut qu'on rentre dans une étude beaucoup plus précise sur les usages résidentiels, notamment du numérique, comme on a pu le faire par exemple sur les véhicules électriques. C'est-à-dire mieux comprendre, avoir une meilleure photo de ce qui se passe et de la manière dont ça va évoluer. Donc, ce qu'on a vu plutôt, ce qu'on a pu constater, nous, c'est plutôt que les effets se sont compensés entre les personnes qui restaient, qui travaillaient chez elles, plutôt que d'aller se déplacer au bureau. Il y a eu un effet quelque part compensateur qui fait qu'on n'a pas vu grand-chose. Mais très franchement, il faut qu'on analyse beaucoup plus finement cette question-là. Et comme le disait Marie, si on compare, on avait eu un échange avec nos homologues aux États-Unis, je crois de mémoire que c'était vers Chicago, je ne pense pas que c'était la Californie. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas du tout des structures, des courbes de charge qui sont les mêmes, parce que la climatisation n'est pas encore développée en France, elle ne le sera peut-être pas, c'est à voir. Et donc, on a des courbes de charge qui sont complètement différentes. Donc, on a vraiment, enfin, la crise a illustré, la crise sanitaire a illustré la nécessité de bien se coordonner avec l'ensemble des acteurs pour avoir une connaissance beaucoup plus fine et beaucoup plus précise des différents usages. Merci. Peut-être conclure avec une question pour Marie. On a beaucoup parlé avec Maïté de la coordination qui est faite, évoquée, coordination qui est faite par RTE avec ses homologues, GRT, un réseau au niveau européen. Est-ce que du côté de France Stratégie, vous avez l'occasion justement d'échanger sur ces problématiques avec d'autres think tanks européens? Est-ce que vous avez dans votre programme? Alors, on a prévu, on discute de manière informelle, ça c'est sûr, et de manière formalisée, c'est en cours de discussion, donc je ne peux pas donner de nom. J'ai vu la question de Valérie, je ne peux pas y répondre, mais oui, c'est des sujets importants et ça fait sens puisqu'on prône de favoriser la coordination entre ministères, donc peut-être que nous aussi, on devrait le faire. Excellent. Écoute, encore une fois, on attend tout cela avec impatience et pour ce qui concerne Sven, think tank du nucléaire, mais think tank malgré tout, nous ferons un plaisir de contribuer à ces travaux comme nous contribuons aujourd'hui aux travaux de RTE. Valérie,
voulez dire un mot? Je voulais conclure cette session et vous remercier tous les trois. C'était très intéressant. Remercier les participants pour leurs questions et vous dire que la prochaine session se déroulera cet après-midi à 5 heures. Ce sera une section sûreté nucléaire. On parlera d'innovation et comment on a mis en place pendant la crise des systèmes d'inspection à distance. Donc, nous aurons 3 intervenants, un intervenant de Framatome, un intervenant de l'Autorité de sûreté nucléaire et de Bureau Veritas. La session sera animée par Bertrand Lépinois, qui est le président de notre section numéro 4, section sûreté et environnement. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir à tous. Merci, au revoir. Au revoir.